Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur notre webinaire. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez mon son? Myriama, est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde nous entend? Oui, ça a l'air d'être bon. Oui, voilà. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter sur les semaines de l'évolution professionnelle qui vont avoir lieu du 6 au 17 octobre, un webinaire sur les compétences. Donc, par rapport à ça, vous n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Donc, vous n'hésitez pas là-dessus, au fur et à mesure, on pourra répondre aux questions en fin de webinaire ou même au fur et à mesure des diapos, ce sera plus facile pour vous. Donc, on va se présenter au mois là-dessus. Donc, pour rappel, sur ces semaines de l'évolution professionnelle, vous pouvez toute la semaine avoir accès à différents webinaires que vous retrouverez après en replay sur YouTube. Donc, moi, je me présente, Adeline Mazier, donc je suis consultante en mobilité professionnelle donc pour la Normandie. Et Aude. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, Aude Simon et je suis également consultante en mobilité professionnelle pour la région Normandie. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de vos compétences. Donc, effectivement, vous avez des compétences. Pourquoi ne pas les transformer en diplôme grâce à cette validation des acquis de l'expérience? Donc, le CEP, Conseil en évolution professionnelle, va être là pour vous conseiller et vous accompagner. Les compétences, de quoi parle-t-on? Alors, il s'agit de ce que vous activez lorsque vous planifiez et réalisez vos activités professionnelles. Donc, on va en fait résumer au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Le savoir étant de la connaissance, tout ce qu'on a pu acquérir en théorie, tout ce qu'on a pu acquérir en formation, de la pratique, tous les savoir-faire et tout ce que vous avez pu acquérir lors de vos activités, vos missions, dans vos postes actuels, mais également vos postes antérieurs. Et les attitudes, donc tout ce qui est savoir-être professionnel. On peut aussi résumer la compétence à ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Donc, une activité liée à un contexte professionnel, une idée de construction. On parle aussi de l'activité liée à un contexte extra-professionnel, tout ce que l'on fait aussi en dehors de son temps de travail. On peut résumer ça à des compétences extra-professionnelles également. Pourquoi valoriser ces compétences? Aujourd'hui, se présenter par son métier n'est plus suffisant. Pour trouver un nouvel emploi, pour candidater en formation. Je fais une petite parenthèse. Adeline met dans le chat des liens aussi qui peuvent être intéressants, notamment le portail de France Travail, Emploi Store, qui fait un focus sur les compétences. Donc, pourquoi valoriser ces compétences aujourd'hui? Donc, soit pour trouver un nouvel emploi, pour candidater en formation, ou encore pour réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle. Il est très important de connaître ces compétences, c'est indispensable. Alors, faire l'inventaire de ces compétences, c'est ensuite être en capacité de vous mettre davantage en valeur, ainsi que votre candidature. Et c'est aussi ce qui est important dans la valorisation de ces compétences, c'est de pouvoir faire un point sur toutes les compétences que vous avez pu acquérir, toutes les compétences que vous allez pouvoir transférer dans un nouveau métier et pour réfléchir aussi également à un nouveau projet. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, surtout.
quels sont les outils qui sont disponibles au service des compétences. Donc, faire reconnaître son expérience par un diplôme ou une certification, on va faire un petit focus sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses intérêts, ses aspirations en vue de définir un projet professionnel personnalisé. Là, on va résumer et faire un petit focus sur le bilan de compétences. Ou alors, formaliser un projet et sécuriser son parcours dans le cadre de son évolution professionnelle. Nous parlerons alors du conseil en évolution professionnelle. Une petite question, Aude d'Evelyne, qui nous demande si on peut valoriser ces compétences pour lesquelles on n'a pas l'expérience par une formation. Oui, bien sûr. Alors, là, ça sera des compétences à acquérir par la formation, mais oui, c'est possible, tout à fait. On va pouvoir en parler dans le petit focus du conseil en évolution professionnelle. Merci. Alors, on va faire aujourd'hui donc un zoom sur cette validation des acquis de l'expérience. Donc, vous avez vu que les compétences sont importantes, mais parfois, il nous faut un diplôme. Donc, pourquoi il nous faut un diplôme? Pour postuler à un emploi, pour intégrer une formation, pour passer un concours ou pour faire connaître ses années d'expérience. Donc, par rapport à ça, pour obtenir une certification sans passer par la formation, on va avoir recours à notre validation des acquis de l'expérience, donc ce qu'on nomme la VAE. Donc, on a besoin d'une certification. Donc, cette certification, ça peut être soit un diplôme, donc tous les diplômes qu'on connaît du ministère de l'Éducation nationale, de la santé, de l'enseignement supérieur. Mais cette certification, ça peut être aussi un titre, donc un titre du ministère du Travail, des chambres consulaires, des organismes de formation. Et puis, également, cette certification, ça peut être ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification des branches professionnelles. Donc, vous voyez, par rapport à ça, la certification peut être vraiment très grande là-dessus. Donc, cette validation d'acquis d'expérience, cette VAE, c'est quoi? C'est vraiment faire reconnaître ses compétences grâce à son expérience. C'est un autre chemin pour obtenir une certification. Donc, effectivement, on a l'expérience au démarrage. Donc, par rapport à ça, on va être évalué. Donc, on va préparer un dossier de recevabilité pour vérifier nos capacités à pouvoir certifier telle ou telle formation. On va avoir un accompagnement à la VAE. Donc, cet accompagnement peut se faire avec l'élaboration du dossier de validation et ensuite la préparation de l'entretien du jury. Et puis après, on va avoir un examen qui va nous permettre d'avoir soit une validation partielle, soit une validation totale de notre certification. Donc, tout ça va nous permettre d'avoir une certification, comme on l'a vu, soit par un titre, soit par un diplôme, ou soit par un CQP. Donc, la VAE, vous voyez, se fait en 5 étapes. Donc, première étape, il va vraiment falloir s'informer sur son projet de VAE. Ensuite, il va falloir constituer un dossier de recevabilité ou de faisabilité. Après la constitution de ce dossier, il va falloir pouvoir rencontrer un architecte de parcours qui va vous aider à constituer votre dossier de validation ou un organisme accompagnateur de la VAE selon votre parcours. Enfin, vous allez valider votre dossier lors d'un entretien avec un jury. Et la dernière étape, c'est le post-jury. C'est en cas de validation partielle ou de non-validation. Vous pouvez compléter votre diplôme par une formation. C'est ce qu'on va appeler la VAE hybride. En fait, on va pouvoir, dans certains cas, on ne va pas forcément avoir tous les blocs de compétences d'une certification, et on va valider en hybride, donc on va partir en formation sur les blocs de compétences qu'on n'a jamais eu en expérience professionnelle. J'ai une question d'Isabelle qui demande quel financement, mais peut-être que on en parle après. Oui, pour on la en VAE. parle après. Tout à fait. On en parle juste après, il n'y a pas de souci. Okay. J'ai également Nathalie qui demande est-ce qu'une VAE peut être faite quand on est sans emploi? Oui, une VAE peut être faite aussi pour les demandeurs d'emploi, il n'y a pas de souci. Au contraire. Et Sandrine nous demande quelle est la différence avec la VAP. Donc la VAP, on va l'avoir aussi après. Comme ça, on aura tous les éléments sur la VAP et la VES. Il n'y a pas de souci. Ok. Et il y a Marie, en fait, qui dit qu'elle a 47 ans, licenciée depuis février. Je n'ai que des refus. Que me conseillez-vous comme certification?
Je suis assistante de gestion dans le bâtiment. Peut-être qu'on ne va pas rentrer dans les… on ne peut pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc, c'est là que ça va être important de pouvoir rencontrer un architecte de la VAE ou un expert. On va voir ensemble après par rapport aux différentes régions où vous allez pouvoir avoir des accompagnements directement. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, pour qui cette VAE? Donc, effectivement, il y a un cadre légal qui précise que la VAE est un droit. Donc, pour toutes les personnes engagées dans la vie active, effectivement, mais aussi pour les salariés, demandeurs d'emploi, indépendants, bénévoles, volontaires, etc. Donc, on voit bien que c'est pour toutes les personnes. Donc, il est ouvert à toute personne qui justifie d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée. Donc, ça a été lancé en juillet 2023. Il y a une nouvelle plateforme qui a été lancée, qui est la plateforme France VAE. C'est une plateforme publique, vae.gouv.fr, qui va être dédiée à cette VAE. Donc, effectivement, ça va vous permettre de simplifier et de sécuriser votre parcours grâce à cette plateforme. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 300 certifications qui sont sur cette plateforme. Donc, effectivement, on a des disparités en région. Donc, on a 6 régions là qui sont actuellement visibles sur le portail France VAE. Donc, ça va dépendre de vos régions. Donc, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes va proposer des outils et des ressources pour accompagner les candidats avec le CARIFOREF. La région Bourgogne-Franche-Comté va financer des points relais conseils et des soutiens sur un pass VAE. On va avoir le Centre Val-de-Loire qui va aussi être un réseau d'espace pour informer et conseiller les candidats et qui propose des chèques d'accompagnement VAE. On va avoir aussi la Normandie qui va être là avec l'Agence de l'orientation et des métiers qui va proposer un dispositif VAE notamment pour les demandeurs d'emploi. On va avoir le Pays de la Loire qui va avoir des informations VAE qui va être assurées par Transition Pro et le service public régional. Et on va avoir aussi l'Occitanie qui va avoir des accompagnements VAE. Donc maintenant, vous n'hésitez pas à aller sur cette plateforme France VAE pour voir l'accompagnement aussi de vos régions. Donc vous voyez, l'accompagnement peut se faire soit auprès d'un point relais conseil VAE dans certaines régions, mais auprès d'autres dispositifs aussi, comme on l'a vu. Ou autrement, vous pouvez être accompagné aussi par un conseiller en évolution professionnelle. Donc ensuite, il va falloir déposer votre demande de recevabilité ou de faisabilité. Donc ça va être auprès de l'organisme responsable de la certification visée. Et ensuite, il va falloir se préparer à l'évaluation des compétences par le jury VAE, donc là, soit par une validation totale, donc une VAE totale, soit une validation partielle, ou soit par aucune validation. Donc là, effectivement, il va y avoir un dossier d'analyse d'expérience qui va se faire, des mises en situation pour certains titres, et ensuite un entretien avec un jury VAE. Donc, vous voyez, la démarche est vraiment bien déterminée là-dessus et va être déterminée aussi par rapport à votre région. Alors, la démarche là-dessus. Donc, effectivement, vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle jusqu'au livret de recevabilité. Donc, pour rappel, le conseil en évolution professionnelle, ce sont tous les salariés de droit privé et les indépendants qui ont le droit d'être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas salarié de droit privé ou indépendant, n'hésitez pas à revenir auprès de vos régions pour voir un petit peu les éléments d'accompagnement par rapport à cette VAE. Donc, effectivement, pour une certification accessible sur France VAE, il y aura un architecte accompagnateur de parcours sur l'ensemble du parcours. Et puis, sur une certification hors VAE, il y aura un organisme accompagnateur de la VAE. Donc, ça va dépendre, en fait, de la certification visée. Alors, par rapport au financement, donc il y a différents financements. Donc, effectivement, pour le compte personnel de formation, ça va être pour les salariés et les indépendants. Donc, en fait, tous les euros acquis sur votre compte peuvent vous servir à financer votre projet VAE. Donc, par rapport à ça, on a eu un nouveau décret le 18 juillet 2025 qui précise les conditions de prise en charge par le CPF. Et effectivement, le CPF prend maintenant désormais tous les frais liés à l'accompagnement de la VAE. Même les frais de jury sont couverts. Donc, ça peut être mis aussi en place par le plan de développement des compétences de votre entreprise pour les salariés. Donc, votre employeur peut accepter, prendre en charge votre projet également. Donc, n'hésitez pas à lui en parler. S'il accepte, c'est lui qui se chargera de toutes les démarches qui vont être liées à votre financement. Ça peut être pris aussi en charge par le Fonds d'assurance formation, ce qu'on appelle le FAF pour les indépendants. Donc, votre FAF peut vous aider aussi, n'hésitez pas à le contacter.
Et puis, ça peut être pris en charge aussi par le dispositif Prévention, Usure, Reconversion, le PUR. C'est pour les salariés de droit privé. En fait, ces salariés, il y a certains salariés qui peuvent avoir des points de pénibilité qui sont acquis ou qui sont en cours d'acquisition. Et par rapport à ça, ils peuvent financer un projet VAE. Est-ce qu'il y a des petites questions par rapport au financement, Sophie? Il y a pas mal de. Je t'ai laissé dérouler, mais je vais remonter un petit peu dans les questions. Donc, est-ce qu'on est obligé d'être accompagné pour constituer son dossier VAE? C'est Gaëlle. Alors, oui, l'accompagnement se fait obligatoirement par rapport à ça sur le livret 1 déjà, et puis après, effectivement, sur le livret 2. Après, c'est à échanger avec les différents organismes certificateurs là-dessus. On nous fait remonter que Kevor nous dit qu'il possède un diplôme de 25 ans d'expérience, mais malgré ça, ses candidatures sont systématiquement refusées par le système de recrutement automatisé. Alors, par rapport au système de recrutement automatisé, comment il faut aussi faire attention à ce qu'on notifie dans notre CV. Donc maintenant, vous avez des sites avec l'intelligence artificielle qui vérifient les CV pour vérifier s'il n'y a pas une problématique sur le CV qui permettrait de ne pas finalement vous squeezer, même si vous avez le diplôme, par rapport au poste choisi. On nous demande si on peut demander 2 VAE pour 2 diplômes différents en même temps. Oui, alors après, c'est juste le temps et savoir comment vous allez vous organiser sur ça. Mais autre, j'en vois pas de problématique sur le fait de faire de validation de VAE. Non plus. Après, ce sera peut-être aussi le passage devant le jury. Il y aura peut-être un souci de temporalité. C'est juste la temporalité, hein, c'est le temps par rapport à ça, mais sinon, il n'y a pas de problématique là-dessus. On nous demande, en fait, parce que tu as cité certaines régions, s'il y avait bien des organismes en Alsace, ou si c'était seulement sur les 6 régions, et on nous pose la question pour l'Île-de-France également. Alors, pour l'instant, les 6 régions sont en ligne sur le site France VAE, c'est les 6 régions que je vous ai indiquées. Les autres régions ne sont pas encore indiquées là-dessus, donc n'hésitez pas à aller sur votre site de région pour voir un petit peu les engagements qui ont été pris par rapport à la VAE là-dessus. Vous allez avoir des renseignements. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a que ces 6 régions qui sont notifiées sur le site France VAE. Pierre nous demande combien de temps ça prend une VAE? Ça va dépendre des certifications. Ça va dépendre des éléments par rapport à ça. Puis ça va dépendre si c'est une VAE totale ou une VAE hybride. Si c'est une VAE hybride, effectivement, si vous avez encore des blocs de compétences à effectuer pour valider entièrement votre certification en formation, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut aller de 6 à 8 mois, par exemple. Valentine nous demande qui accompagne pour le dossier de faisabilité. Alors, le dossier de faisabilité, on a vu ensemble, donc c'est soit l'organisme certificateur, soit France VAE. Par rapport à ça, vous avez le choix là-dessus de l'accompagnement. Quel financement pour les demandeurs d'emploi? Donc, normalement, c'est à se rapprocher auprès de France Travail par rapport à ça. Normalement, votre compte CPF est là pour un financement. Il faut voir s'il peut y avoir un cofinancement ou pas, mais ça, je sais nullement. Donc, c'est à vous rapprocher auprès de votre conseiller France Travail là-dessus. Alors, on avait… Excuse-moi. Non, on avait une petite question sur la VAP là-dessus. Alors, en fait, on a vu ensemble donc la VAE, la validation d'acquis d'expérience, ou la VAE hybride par rapport à ça. La VAP, c'est la validité des acquis professionnels. Donc, la VAP, la différence, c'est que vous avez vu la VAE, on ne va pas sur les bancs d'école. On fait on fait un dossier qui nous permet d'avoir une recevabilité, de passer devant un jury pour valider une certification. Sur la VAP va nous permettre d'avoir un laissez-passer pour intégrer une formation sans avoir le diplôme requis. Donc, on ne retourne pas du tout sur les bancs d'école. On retourne sur les bancs d'école comparé à la VAE. Donc, c'est vraiment se laisser passer. Par exemple, vous avez un niveau Bac+2, vous avez validé un Bac+2 et vous aimeriez partir en master. Et vous n'avez pas besoin de valider finalement votre licence parce que grâce à cette VAP vous permet de passer de Bac+2 à master là-dessus. Donc, c'est vraiment une passerelle pour passer d'un diplôme et pas valider le diplôme au milieu. On nous pose la question pour les agents publics, en gros les fonctionnaires, comment ça se passe? Là, c'est vraiment se rapprocher de votre service RH par rapport à ça pour vérifier auprès de votre service RH s'il peut y avoir un accompagnement sur les éléments VAE. Peut-on débloquer son CPF sans accord du ministère?
Alors, quel ministère, hein? Sans accord de ministère, comment ça? Je ne sais pas trop. Parce que là-dessus, si vous, de toute façon, votre CPF vous appartient, mais effectivement, si vous êtes de la fonction publique, il faut quand même que vous voyez ça auprès de votre service, RH là-dessus. Donc, effectivement, ça ne c'est pas aussi simple pour les personnes de fonction publique. Véronique me demande s'il y a un âge un peu limite. Elle a 59 ans et elle se demande si elle peut faire une VAE. Alors, il n'y a pas d'âge limite par rapport à ça. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un âge limite. Tant que vous n'êtes pas parti à votre retraite, de toute façon, vous pouvez utiliser votre compte CPF. Donc, si vous voulez utiliser votre compte CPF pour valider en VAE un diplôme, une certification qui vous permet de pouvoir continuer votre emploi ou le continuer de manière différente ou évoluer, il n'y a pas d'âge là-dessus. Est-ce que le pur VAE est seulement pour le domaine privé ou... Oui, le pur, les points pénibilité vont être pour les salariés de droit privé, effectivement. Il y a beaucoup de questions avec les demandeurs d'emploi, mais je ne vais pas toutes les poser. On vous invite vraiment à contacter finalement votre conseiller France Travail. Oui, ça va être important là-dessus, que vous puissiez travailler avec lui et travailler votre projet d'évolution de carrière là-dessus, effectivement. Voilà, je pense qu'on peut... Après, c'est des questions trop spécifiques. Tout à fait. Donc, c'est Voilà. pour ça, vous n'hésitez pas là-dessus à vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle. Et Elena nous demande si une VAE a du sens si on a un doctorat. Après, ça dépend pourquoi faire. C'est toujours la finalité, finalement. C'est de se dire, est-ce que ça peut être intéressant pour moi si ça me permet d'avoir une spécialisation par rapport à mon doctorat? Oui. Voilà, c'est toujours la finalité, c'est se dire pourquoi faire. Est-ce que c'est pour évoluer? Est-ce que c'est pour partir sur une spécialité particulière que vous avez vue lors de vos expériences professionnelles? Voilà, tout ça, c'est à voir là-dessus. Et juste une dernière petite question. Est-ce qu'en termes de financement, on peut demander à son employeur de prendre la part qui n'est pas prise en charge par le CPF? Oui, il peut y avoir des abondements, donc tout ça, c'est à voir auprès de l'employeur, effectivement. Il peut parfois y avoir des abondements sur le compte CPF auprès de l'employeur, tout à fait. Ok. Merci. Merci. Alors, recensez vos expériences et vos compétences afin de les valoriser au mieux le moment venu. Il existe, pour formaliser vos compétences, un seul document qui s'appelle le portefeuille de compétences. C'est une synthèse de votre parcours professionnel et personnel, compétences extra-professionnelles, qui résume simplement vos expériences et le contenu, les compétences, les formations. Donc, le portefeuille de compétences. Ensuite, trouver des compétences à partir des fiches métiers, c'est aussi important. Donc, ce sont des fiches métiers qu'on appelle les fiches ROM de France Travail. Pareil, dans le chat, vous avez le lien qui donne accès à vos fiches métiers. Ça permet quand même de bien répertorier en fait ces compétences en fonction des métiers et trouver des compétences à partir de formations que vous avez pu suivre, ou des diplômes que vous avez obtenus ou visés. C'est ce qu'on appelle le RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, toutes les certifications, toutes les formations sont répertoriées et c'est le lien de France Compétences. Et là, ce sont des fiches dans lesquelles toutes les compétences sont répertoriées. C'est très intéressant d'aller voir par rapport aux formations qu'on a pu suivre. Tout ça permet vraiment de vous aider à faire le point sur vos compétences. Votre conseiller en évolution professionnelle peut vous aider. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec. Il y a aussi, donc on a parlé de la VAE, on va parler du bilan de compétences. Un bilan de compétences, pourquoi faire un bilan? En fait, je suis à un carrefour de ma carrière professionnelle et j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin d'identifier, d'analyser mon parcours personnel et professionnel, les intérêts, les motivations,
J'ai besoin d'apprécier mon potentiel par rapport au marché du travail. Le bilan de compétences permet de développer sa confiance en soi, de préparer son évolution professionnelle, de gérer sa transition, de définir un projet. Un bilan de compétences ne veut pas forcément dire reconversion professionnelle. Un bilan de compétences peut confirmer qu'on est peut-être au bon poste, qu'on n'est peut-être pas dans la bonne structure. En tout cas, le bilan permet vraiment de faire le point sur ses compétences. C'est une démarche qui est réflexible, personnelle, accompagnée par des professionnels de l'orientation. Comment se déroule un bilan? Un bilan, donc il y a un cadre légal, hein, c'est le bilan de compétences est légiféré, une durée maximum de 24 heures sur plusieurs semaines. Entreprendre un bilan de compétences, ça peut prendre au minimum minimum 3 mois et ça peut aller jusqu'à 7-8 mois. Après, pas plus longtemps, sinon le bilan va perdre dans son efficacité. Il se déroule toujours en 3 étapes, 3 phases. Une phase préliminaire, c'est l'analyse de la demande, c'est déterminer le format le plus adapté en fonction de la situation, des besoins. Est-ce qu'on fait des rendez-vous en présentiel, en visio? Qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Et c'est aussi de définir les modalités de déroulement. Ça peut être des rendez-vous d'1 heure, des rendez-vous de 2 heures, pas plus de 2 heures non plus, parce que ça demande un investissement important. Une deuxième phase qui est une phase d'investigation, qui, elle, va permettre aux bénéficiaires de construire son projet professionnel, d'en vérifier la pertinence et d'élaborer une ou plusieurs alternatives. La phase d'investigation est la phase la plus conséquente du bilan, où on va apprendre à se connaître, et on va aussi travailler beaucoup avec des logiciels d'orientation métier, hein, connaître des nouveaux métiers, connaître l'employabilité dans le bassin géographique qui a été défini ensemble en amont pendant cette phase préliminaire. Et la troisième phase, qui est la phase de conclusion. La phase de conclusion, c'est j'ai réalisé le bilan, il ressort un projet A, un projet B, un plan d'action. Maintenant, je termine mon bilan, j'ai identifié le projet et quel plan d'action doit être défini avec une temporalité pour accéder à mon projet professionnel. On a Claire qui nous demande où se trouve le portefeuille de compétences et comment le réaliser. Alors, le portefeuille de compétences, il peut être proposé sur l'Emploi Store de France Travail. Après, il y a des modèles de portefeuille de compétences qui se trouvent aussi sur Internet. Et le conseiller en évolution professionnelle peut aussi vous transmettre des documents pour synthétiser. Et ça, voilà, on peut identifier ça comme un portefeuille de compétences. L'offre d'organismes privés proposant des bilans de compétences est extrêmement vaste. Est-ce que vous avez des conseils pour faire le bon choix, compte tenu des frais engagés? Alors, le conseil que je peux donner, effectivement, ça va être de rencontrer au minima 3 centres de bilan de compétences, 3 consultants différents. Pourquoi? Parce qu'un bilan de compétences, donc, c'est vraiment une phase réflexible, professionnelle, et il est important de se sentir à l'aise avec le consultant bilan. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil que je peux donner, si vous êtes reçu par un commercial et que vous n'êtes pas reçu en primo rendez-vous par le consultant ou la consultante qui va vous accompagner, fuyez. C'est pour ça qu'il existe les primo rendez-vous qui sont toujours gratuits. Et c'est pour rencontrer la personne qui va vous accompagner tout le long du bilan. Donc, idéalement, sélectionnez sélectionnez le contact, en tout cas, du futur consultant qui va vous accompagner sur votre compte CPF. Après, il est très difficile de donner d'autres conseils, c'est vraiment votre ressenti. Mais en tout cas, un bilan, toujours un cadre légal, demandez lors du primo rendez-vous quels outils, quelle méthodologie, toutes ces petites
question-là, comment va se dérouler le bilan, ça, c'est important de demander. C'est pour ça que ce primo-rendez-vous, il est très, très important. Il ne faut pas hésiter à poser des questions lors de ce primo-rendez-vous. Est-ce que le bilan de compétences peut être pris en charge par France Travail? Alors, je crois que France Travail prend en charge des bilans de compétences, mais ce n'est pas vous qui choisissez le cabinet. C'est France Travail, je pense, alors j'ai un peu de mal à répondre à cette question, je ne suis pas certaine de me dire, mais pour moi, il y a eu des appels d'offres et les cabinets sont sélectionnés en amont. Donc, vous n'avez pas le choix, en tout cas, du cabinet qui va vous suivre en bilan de compétences. France Travail ne financera pas un bilan si vous arrivez avec un devis. Ils vont vraiment, il faut vraiment privilégier son compte CPF. Il y avait une question sur le bilan de compétences pour les personnes en situation de handicap. Donc, pour les personnes en situation de handicap, il existe ce qu'on appelle le BCA, le bilan de compétences adapté, qui permet en fait aux personnes en situation de handicap d'être accompagnées par un cabinet qui va prendre en compte leurs problématiques de santé pour trouver un emploi en adéquation avec leurs problématiques de santé. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi, dans vos régions, vous rapprocher de Cap Emploi pour pouvoir voir auprès d'eux quel organisme effectue des BCA, des bilans de compétences adaptés. Il y a Véronique qui nous fait part qu'il y a des bilans de compétences en ligne, finalement. Et est-ce que c'est une bonne idée? Alors, oui, pardon. Donc, alors, en ligne, c'est-à-dire en visio avec un consultant qui vous accompagne. J'imagine. C'est ça la question, parce que en ligne, sans qu'il y ait une personne qui vous accompagne, je ne vois pas trop comment faire le point, en tout cas, en ligne, en étant en autonomie, pour moi, non. C'est pareil, à fuir. Est-ce que Gwenaëlle nous demande si on a une fourchette de coûts? Je pense que ça va dépendre des régions, mais je peux donner la fourchette de coûts en Normandie, par exemple. Pour un bilan d'environ entre 20 et 24 heures, il faut compter à peu près 2 000 €. Avec un reste à charge, toujours de à peu près 102 €, si c'est un financement CPF. Ok. Vos questions sur le bilan. Je voulais rajouter une petite chose par rapport au bilan de compétences. Une personne en arrêt maladie peut réaliser un bilan de compétences avec, très important, autorisation du médecin traitant et autorisation du médecin conseil de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le bilan de compétences? J'essaye de suivre, mais il y a beaucoup d'échanges en fait entre participants. D'accord. Qui se donnent des bons tuyaux. Ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez vous sentir à l'aise avec la personne avec laquelle vous allez faire le bilan. Donc, n'hésitez pas, premier rendez-vous gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre de professionnels et vous pouvez en rencontrer un ou deux ou trois sans aucun souci pour vous faire un avis. Je passe sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, effectivement, le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un service public destiné à tous les salariés et indépendants, salariés du secteur privé, peu importe le contrat, en CDI, CDD, intérimaire. Et en fait, c'est un service qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, un service de proximité
personnalisée et le consultant, le conseiller en évolution professionnelle a un principe de neutralité et d'impartialité. On vous a mis le lien du site aussi sur la slide. Pour qu'il y ait une représentation, pour qui est destiné le conseil en évolution professionnelle? Je vais commencer par les personnes en situation de handicap. Donc, le conseiller en évolution professionnelle où la personne s'adressera à Cap Emploi. Pour les personnes, les jeunes de moins de 26 ans, ce sera la mission locale. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera France Travail, les cadres, l'APEC, les salariés et indépendants, le groupement Avenir Actif. Un cadre peut très bien choisir sa structure d'accompagnement. Un cadre peut très bien être accompagné par Avenir Actif. Seuls les demandeurs d'emploi ne pourront pas être accompagnés par Avenir Actif. Ce sera vraiment France Travail qui va les accompagner. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est permettre aux individus de faire ses propres choix professionnels, évoluer, notamment dans l'accroissement de ses aptitudes, le développement de ses compétences et l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles. Ça peut être, je souhaite prendre du recul sur ma situation professionnelle, j'ai besoin de mieux dialoguer avec mon employeur, j'ai mon entretien professionnel qui est positionné, j'ai envie de le préparer, et bien, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me former, j'ai un projet de création, je souhaite changer de métier, reprendre une formation. Et bien, tout ça, vous pouvez en échanger avec votre conseiller en évolution professionnelle. Comment ça se passe? Donc, un premier rendez-vous avec un conseiller afin d'identifier vos besoins, de définir des objectifs, les objectifs auxquels seront répondus pendant la période d'accompagnement, de bénéficier d'un conseil adapté à votre demande ou à vos besoins et d'obtenir des informations personnalisées qui sont utiles à votre projet. Et par la suite, la possibilité donc, de mener des démarches en autonomie. En fait, le conseil en évolution professionnelle peut vous apporter des ressources. Vous avez aussi possibilité de participer à des ateliers digitalisés, d'effectuer des échanges aussi entre pairs. Et en pratique, donc voilà, des rendez-vous individuels, des ateliers collectifs, des ressources en ligne, et on a la possibilité en fait de mettre donc en relation avec des partenaires et la possibilité également de conventionner des immersions pour soit découvrir des métiers, soit confirmer un projet professionnel. Alors, on a beaucoup de questions. Ça, je te laisse finir. On est à la fin. Oui, c'était à la fin. Donc, prendre rendez-vous avec un conseiller, c'est gratuit. Et donc, on a remis le lien www.moncep.org. Vous trouvez un conseiller en fonction des régions, de vos régions. J'écoute Sophie. Peut-être, tu peux relire aussi un peu les questions. Il y en avait. Alors, moi, j'avais juste, il y a une question sur la VAP qui revient. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Donc, on a vu que la VAE, c'est vraiment valider vos acquis d'expérience en un diplôme. Donc, on valide nos acquis en un diplôme. Par contre, la VAP, c'est vraiment une passerelle pour vous permettre d'accéder à un diplôme, de partir donc en formation sans avoir les diplômes entre deux. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné une personne qui a été 30 ans directeur commercial. Cette personne n'avait qu'un bac. La problématique, c'est qu'il voulait évoluer professionnellement. Avoir qu'un bac en étant directeur commercial, c'est bien, mais il a voulu évoluer sur une spécificité en tant que commercial, et donc il est parti sur une certification en master. Donc, il n'a pas passé le bac plus 2, le bac plus 3, il est directement passé grâce à la VAP, sa validité d'acquis professionnel en master, donc il est parti en formation en master.
sans avoir validé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, cette validation va se faire directement avec le centre de formation. Vous passez en fait devant un jury avec le centre de formation pour voir si vous êtes en capacité de pouvoir entrer directement dans une formation sans avoir les niveaux de qualification auparavant. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Je fais une petite aparté, je suis désolée. Alors, pour le CEP, alors, peut-on rencontrer un conseiller CEP quand on est en congé de remplacement non inscrit à France Travail? Alors, on peut rencontrer un conseiller CEP quand on est salarié de droit privé. Donc, qui veut dire salarié de droit privé veut dire qu'il nous faut un contrat de travail. Donc, si vous êtes toujours sous contrat avec votre employeur, il n'y a pas de problématique là-dessus. Peut-être rappeler et réinsister que le CEP ne s'adresse pas aux fonctionnaires, en fait. Il semblerait, et j'ai fait un webinaire hier, qu'il y ait une coquille, en fait, sur le site du service public, mais le CEP ne s'adresse absolument pas aux fonctionnaires. C'est vraiment tous les salariés de droit privé et les indépendants. Alors, effectivement, vous pourriez être salarié de droit privé et travailler dans la fonction publique. Là, c'est bon. Mais il faut toujours que vous ayez un contrat de droit privé là-dessus. On peut tout à fait être effectivement en indisponibilité et avoir un contrat de droit privé et bénéficier de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle. Et oui, Stéphanie, il y a une coquille sur le site, mais elle ne vient pas de nous. Et on me l'a remonté déjà hier. Mais en tout cas, les fonctionnaires ne sont pas la cible du CEP. Et sur les contractuels ou vacataires, les contractuels vacataires peuvent avoir un contrat de droit privé. Donc, s'ils ont un contrat de droit privé, ils ont le droit d'être accompagnés par le CEP. Mais il faut toujours avoir ce contrat de droit privé. Si vous avez un contrat de droit public, ce n'est pas possible. Et Fabienne, pareil, le CEP n'accompagne pas les demandeurs d'emploi. En fait, à chaque, finalement, pour les demandeurs d'emploi, c'est vraiment, il faut contacter France Travail, votre conseiller France Travail. Pour les cadres, il faut contacter l'APEC. Et pour les personnes en situation de handicap, il faut contacter Cap Emploi. Et pour les intérimaires, vous avez tout à fait le droit d'être accompagné par un conseiller CEP là-dessus via Avenir Actif, sans aucun problème par rapport à ça, parce que vous serez en contrat lors de votre rencontre avec un conseiller. Pour les Caroline nous demande sur les PAE, est-ce qu'une expérience acquise à l'étranger est acceptée si on est revenu vivre en France? Alors, par rapport à ça, oui, ça peut être ce qu'on appelle la VES, c'est la validation des études supérieures, qui permet de valider donc effectivement des diplômes nationaux qui ont été faits à l'étranger ou des formations aussi suivies en France à l'étranger, mais également effectivement des expériences à l'étranger aussi. Donc ça, tout à fait, il faut se rapprocher effectivement de l'école et de l'organisme certificateur. Mais il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions sur le CEP? Hop, alors je remonte, j'essaye de remonter. Ouais, ça. Alors, parce que ce n'est pas forcément évident. Quelques exemples de CQP. Certification professionnelle. Ben, il peut y avoir des CQP dans l'industrie, par exemple. Donc, on va avoir des exemples de CQP dans l'industrie. Là, j'en ai pas sous le coup tout de suite à vous poser. De CQP dans l'industrie, je vais vous en donner. Hein. Je fais mes petites recherches. Des CQP soudure, par exemple. Oui, on doit avoir la CQP soudure. On a des CQP aussi dans l'industrie. Maintenance industrielle là-dessus, dans le domaine aussi de l'hôtellerie, de la restauration, les métiers de bouche. Donc voilà, donc on a différents. C'est vraiment, ça répond à une certification de branche, hein, le CQP. Hein. Donc ça va dépendre des branches professionnelles. Donc voilà, donc généralement, c'est vrai qu'on accompagne des gens plutôt dans l'industrie, mais effectivement, dans l'hôtellerie, restauration, on pourrait avoir aussi certains CQP. Une question d'Iris qui nous demande si les indépendants ont un CPF. Bien sûr. Ça va dépendre après de leur statut par rapport à ça, au niveau d'indépendant.
Et ils peuvent se rapprocher de leur FAF, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Leur FAF est présente pour les accompagner là-dessus. Donc, c'est vraiment la prise en charge des formations des travailleurs indépendants, le FAF là-dessus, qui peut les accompagner. Donc, ils n'hésitent pas à se rapprocher de leur FAF. Alors, il y a de nouveaux messages. Alors, est-ce que le conseiller du CEP peut nous aider à construire le dossier de financement transition pro? Oui, on est là en fait pour vous accompagner tout au long de votre construction de projet. Donc, de la faisabilité du projet, de la mise en place de l'ingénierie financière et voir effectivement si c'est un financement ou pas de PTP, de projet de transition professionnelle. Donc, on est là tout au long de ce parcours-là. Et ce qu'on peut faire aussi auprès de vous, c'est de mettre en place des immersions professionnelles. Donc, vous avez le droit, en tant que salarié ou de droit privé ou indépendant, de pouvoir effectuer des immersions professionnelles. Donc, en dehors de votre temps de travail, jour de congé, jour de RTT, on peut mettre en place des conventions de partenariat pour que vous puissiez vérifier votre projet de reconversion. Donc, ça, c'est possible. Il y a Marjorie qui nous demande, en cas de perte d'emploi en cours de CEP, donc elle était sur un CDI, est-ce que le CEP est-il interrompu? Non. Mais en fait, ça va dépendre de l'accompagnement et au moment de l'accompagnement, normalement non par rapport à ça, mais après, il ne faut pas qu'il y ait non plus de concordance avec d'autres accompagnements. S'il y a du doublon avec France Travail, ça ne sert pas. C'est vraiment pourquoi faire, c'est toujours cette interrogation là-dessus. Mais dans les faits, il ne s'interrompt pas à la rupture du contrat. On peut continuer l'accompagnement sans qu'il y ait un double accompagnement. On a une question, oui, on avait une question sur est-ce qu'on peut changer de conseiller si on avait une problématique. Vous avez en fait une possibilité de faire sur le site mon conseil en évolution professionnelle, il y a une possibilité de faire des réclamations. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas, vous avez le droit d'écrire, Sophie, au niveau du site. Coralie nous demande en arrêt maladie de longue durée, est-ce qu'on peut faire une VAE? En fait, c'est toujours pourquoi faire. La VAE, c'est bien, mais pourquoi faire? Est-ce qu'en arrêt maladie longue durée, valider ses acquis d'expérience sur quelque chose qu'on ne peut plus faire parce que notre métier n'est plus en adéquation avec nos problématiques de santé, est-ce que c'est intelligent ou pas? C'est vraiment cette question-là, pourquoi faire? Est-ce que ce n'est pas plutôt pour partir sur une autre formation et un projet de reconversion? Voilà, c'est toujours une interrogation par rapport à tout ça. Mais effectivement, si vous êtes en arrêt, de toute façon, il y aura toujours la demande à faire auprès du médecin conseil parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaitez en arrêt là-dessus. Alors, en tant que demandeur d'emploi avec un statut cadre, est-ce que je peux solliciter le CEP via l'APEC? Donc, on voit bien que pour être accompagné par le CEP, il faut avoir un contrat de travail de droit privé. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas être accompagné par le CEP via l'APEC. Mais vous pouvez être accompagné par l'APEC si vous le souhaitez en tant que demandeur d'emploi. Tapia nous demande si peut-on faire une immersion professionnelle même en étant en accident de travail RQTH, aussi si on peut cumuler un accompagnement avec CEP et Cap Emploi. Alors, ça va être une question normand, excusez-nous, peut-être d'un coup, peut-être d'un non, ça va dépendre de vos régions par rapport à ça. Il y a toujours de toute façon une demande auprès du service social de la CPM par rapport à tout ça pour toutes les demandes. Donc, effectivement, en Normandie, on peut, sous certaines conditions, effectuer une demande pour faire une immersion professionnelle. Donc, il faudra un accord de son médecin traitant et un accord du service social de la CPM. Donc, oui, c'est possible, mais ça prend du temps, mais oui, c'est possible. Donc, c'est là que ça va être intéressant de pouvoir vous rapprocher aussi du service social de votre région pour vérifier ces éléments-là. Et il y avait une autre question en plus, tu disais, Sophie, par rapport à Cap Emploi, est-ce que le CEP et Cap Emploi, est-ce qu'on peut faire les cumuler? Déjà, il y a le CEP au sein de Cap Emploi. Donc, voilà. Donc, oui, vous pouvez cumuler. Mais vraiment, il faut faire attention par rapport au fait que ce soit pas redondant et que ça puisse être intéressant pour vous sur l'accompagnement. Oui, alors soit je parlais effectivement d'immersion professionnelle, donc je disais que le conseiller en évolution professionnelle peut vous proposer des PMSMP, donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel,
pour vous permettre en fait de valider et de vérifier votre projet de reconversion. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions, Sophie, qui te semblaient intéressantes? Juste sur la fin où on nous demande si les slides seront diffusés, la réponse est non, mais par contre, vous aurez tous accès au replay. Donc, on a le replay sur toutes les semaines de l'évolution. L'évolution professionnelle. Voilà, qui vont être en ligne sur YouTube. Et juste Agnès nous demandait à quoi correspond le service social dont vous parliez. Alors, le service social, en fait, c'est un service qui est là et qui est en lien entre vous et la sécurité sociale et le médecin conseil pour en fait permettre de vous aider déjà si vous avez besoin d'accompagnement particulier lors de votre arrêt, s'il y a une problématique par exemple au versement de votre prévoyance, si vous avez des questions par rapport à votre arrêt. Et puis, ils vont être là lors des cellules, ce qu'on appelle des cellules PDP, des cellules de prévention des insertions professionnelles, pour présenter en fait votre dossier, dire voilà, madame ou monsieur a besoin d'une mise en place d'un bilan de compétences parce que par rapport à son obligation de reconversion, il y a un besoin de bilan de compétences. Donc voilà, donc ils vous accordent le droit d'effectuer ce bilan de compétences ou non, par exemple. Donc ils vont vraiment être l'interface, un lieu d'écoute et d'accueil pour faire l'interface. Donc en fait, vous pouvez demander directement sur le service social, c'est le 3646. Oui, c'est ça, 3646. Sur le 3646, vous pouvez appeler le 3646 et demander directement le service social au niveau de l'accueil. Et vous aurez une rencontre avec un assistant social où vous pourrez échanger sur la mise en place de votre projet professionnel ou vos envies de bilan de compétences, etc. Et vous voyez, nous, on travaille en lien, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on est en lien avec ce service social pour vous accompagner dans votre projet de reconversion. Il y a des nouveaux messages. J'ai démissionné. Est-ce que je peux avoir le droit exceptionnellement au chômage pour me former sur, par exemple, un CAP boulangerie où j'ai aucune chance? Alors, si vous avez fait une démission sèche, normalement, vous n'avez pas d'ouverture de droit. Donc ça, c'est de voir directement auprès de France Travail. Toutes les questions de demandeurs d'emploi, c'est de voir auprès de France Travail. Vous n'hésitez pas à vous rendre le matin, pas besoin de rendez-vous dans vos agences. Vous pouvez vous rendre sans rendez-vous. Les replays, vous pourrez les retrouver directement sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une question de Nathalie est-ce que je peux proposer un accompagnement payant en tant que CEP si je crée une entreprise avec un accompagnement comprenant une approche spécifique? Alors, est-ce que je peux proposer un accompagnement payant en tant que CEP? Non, le CEP est un service public et gratuit. On est vraiment une mission de service public. Vous avez vu, on a une petite Marianne en haut à gauche, République française, donc on a une mission de service public. Donc, c'est un dispositif qui est gratuit et mobilisable tout au long de votre parcours professionnel. Donc, il n'y a absolument pas de financement à avoir. Et Corinne me demande si le FAF correspond. Non, le FAF ne va pas correspondre tout à fait aux OPCO par rapport à ça. Ça va être des fonds de financement, donc il va y avoir des FAF par rapport à vos formes juridiques. Donc, par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur, il va y avoir des FAF associés. Donc, c'est vraiment des fonds d'assurance formation. Donc, si vous êtes en profession libérale, il va y avoir des FAF associés à vos professions libérales. Donc, ça ne va pas être en lien avec les OPCO, ça va être en lien vraiment avec votre statut d'indépendant. Donc, vous n'hésitez pas sur le site, je peux vous mettre le site si vous voulez sur les FAF. Sur les FAF là-dessus, comme ça, vous aurez vraiment la prise en charge du service public sur les fonds des travailleurs indépendants là-dessus. Donc, je vous le mets en lien. Hop. Voilà, comme ça, vous l'aurez par rapport à ça. Donc, ça va vraiment dépendre de votre statut. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Donc, effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, ma micro-entreprise, effectivement,
vous avez un FAF par rapport à ça, mais qui va dépendre de votre activité libérale et de votre activité. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, comme ça, vous aurez les éléments par rapport à ça. Quel nom taper pour les replays sur YouTube? Vous allez directement sur les semaines de l'évolution professionnelle ou sur mon CEP aussi, sur en lien Sophie. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller les semaines de l'évolution professionnelle. Vous avez ceux de l'année dernière aussi, si vous voulez regarder, parce qu'il y a des focus métiers qui sont aussi intéressants là-dessus. Du coup, je suis en période de préavis suite à une démission. Je dois voir avec France Travail et pas l'APEC. Alors, si vous êtes en période de préavis suite à démission, vous pouvez effectivement, à la fin de votre démission, à la fin de votre contrat de travail, vous rapprocher des services de France Travail et voir ça directement auprès de France Travail et après être aiguillé là-dessus, soit auprès de l'APEC, soit auprès de France Travail. Donc voilà, donc, vous avez vu, valoriser vos compétences. Vous avez ce dispositif VAE qui peut être vraiment intéressant et ce dispositif bilan de compétences. Mais il va vraiment falloir que vous puissiez réfléchir pourquoi faire finalement et se dire pour aller où là-dessus. C'est la finalité qui va être importante sur tout ça. Merci à vous. Petit mot de la fin, Aude? En tout cas, merci pour votre écoute, pour les échanges. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. J'espère qu'on a pu en tout cas répondre à toutes vos interrogations. Et surtout, n'hésitez pas, salariés du secteur privé, travailleurs indépendants, mobilisez le service du conseil en évolution professionnelle qui est gratuit. On pourra en tout cas aborder également la question ou l'orientation bilan de compétences ou VAE. Et je renouvelle, merci vraiment pour votre écoute et pour les échanges. Et puis, à très vite dans nos agences alors. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.